Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez consacré 10 années à mettre en lumière des musiciens de l'ombre. Le résultat est un livre de plus de 2000 pages auquel vous ajoutez aujourd'hui un chapitre audio, 3 CD en hommage à Quincy Jones. Bonjour Serge Elaïc. Bonjour Jacques Pessis. Alors, on connaît votre nom, on sait que vous êtes un passionné de musique, et là vous avez fait un monument qu'on va évoquer tout à l'heure sur les arrangeurs de la chanson française, un livre de 2000 pages, et Quincy Jones qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, eh bien vous lui rendez hommage dans un triple CD. C'est exactement ça. Mais vous n'avez pas fait que ça, et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours. Je sais. Voilà, et j'ai trouvé une date importante dans votre vie, le 25 octobre 1991, les entretiens de Bichat. Oui, ça n'a rien à voir avec la chanson. Non, rien Parce du que tout. ce jour-là, vous êtes primé pour un film de 60 minutes, les traitements choléoscopiques à ventre fermé en gynécologie. Mais comment vous trouvez tout ça? C'est impressionnant. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec Quincy Jones ou les arrangeurs. Rien du tout. Mais qu'est-ce que c'était ce film? C'était un film vous voyez, je commence à dire des bêtises. C'était un film médical, mais avec de la musique. Et j'ai couplé déjà mes deux passions, la médecine et la musique. Voilà. Donc le thème du film lui-même, c'était au début de la célioscopie, qui était une méthode chirurgicale, mais sans ouvrir le ventre. Alors, elle était d'abord gynécologique, cette méthode-là. Ça a débuté... Maintenant, c'est pour toutes les disciplines chirurgicales. Mais au départ... Et moi, j'étais gynécologue. C'était une pratique uniquement gynécologique et qui permettait de ne pas ouvrir le ventre pour des interventions qui habituellement nécessitaient d'ouvrir le ventre. Et vous avez fait un film sur ce sujet? J'ai fait un film. Mais comment on peut faire un film sur ce sujet à cette époque-là? Eh bien, parce que tout ce que je faisais, je l'enregistrais avec la caméra qui était branchée sur le célioscope. Et donc, mon ami à l'époque, Jacques Dangean, parce que je dis moi à l'époque parce qu'il est malheureusement décédé, Jacques Dangean, un grand arrangeur français qui a fait la renommée de plein d'artistes comme Christophe, François de Gelt et autres, eh bien, il m'a offert la musique qui accompagne tout le film. Et ce film a été projeté, entre autres, à l'Académie de chirurgie. Tout à fait, absolument, mais vous savez tout, comme d'habitude. Et alors, il se trouve que les entretiens de Bichat, on ne le sait pas assez, oui. Ça a été créé en 47 par deux médecins chefs de service à Bichat, qui avaient vu aux États-Unis une méthode où les médecins confrontaient leurs trouvailles. Ouais. C'était ça. C'était ça. Et depuis, ça existe partout. Oui, c'est vrai. Alors, la médecine, finalement, Serge Elaïc, on parle de chansons aujourd'hui, oui. C'était votre chemin naturel. Totalement, parce que toute ma famille était médicale. Et alors? Alors, mon père était médecin généraliste, mon oncle était accoucheur, d'où le métier que j'ai pratiqué. Mon père était médecin généraliste et mon oncle était lui-même accoucheur. Et tout cela en Tunisie. Je suis né en Tunisie. On est arrivé en France en 1959. Et mon frère s'est réinstallé. Et moi, quelques années après, j'ai débuté mes études de médecine, en 1966. Voilà. Vous êtes arrivé de Tunisie parce qu'il fallait partir de Tunisie. Exactement. Alors, il se trouve que vous avez fait des études secondaires, je crois, au lycée Buffon. Totalement. En médecine non, après après, oui. C'était pour passer mon bac, si vous voulez. Et il y avait un médecin écrivain célèbre qui a fait le lycée Buffon, c'est Georges Duhamel. Ah ben, vous me l'apprenez. Hein, il a eu le prix Goncourt, il a été médecin, et son fils, Antoine Duhamel, a été compositeur de musique de film. Totalement. Voilà, notamment pour Que la fête commence, Pierrot le fou et Ridicule de Patrice Laffont. Absolument. Alors, parallèlement à ça, vous commencez le piano? Totalement, mais très jeune. Hein. J'avais 8, 9, 10 ans, même pas, 7, 8, 9 ans, et je m'étais vraiment j'étais vraiment passionné par le jeu pianistique. C'était venu comment? Par mon père qui était... Ah oui, je vous ai pas dit, mon père était un acharné d'opéra. Oui. Il allait tous les 6 mois, soit à la Scala de Milan, soit pendant l'été à Vienne. C'est vous dire que j'étais dans une ambiance permanente de musique à la maison. Et vous auriez pu débuter dans la musique, Serge Elaïc? J'aurais pu, mais ça me semblait impossible, en fait. Pourquoi? C'est parce que j'avais pas le niveau. Je jouais énormément, mais je sentais que j'avais pas le niveau pour... vous savez, en tant que pianiste, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a peu d'élus, au final. Hein. On se souvient de Louis de Funès, qui a été pianiste de bar, et je ne sais pas si vous le savez, mais pour être admis comme pianiste de bar, il a dit au patron qu'il avait fait le conservatoire, oui. Ce qui était faux. Son premier gag. Oui. Alors, vous auriez pu faire de la musique, car vous êtes entré, je crois, au lycée dans un orchestre d'un inconnu, qui est aujourd'hui célèbre, qui est Laurent Petit-Girard. Exactement. Et Laurent, on a été vraiment amis parce que il habitait
tout à côté du lycée Buffon. Et le soir, après les cours, on allait ensemble chez lui. Moi, j'habitais plus loin, donc, mais chez lui, et on jouait du piano pendant des heures. Il m'apprenait le piano, il m'aidait à m'améliorer dans le piano, parce que c'était déjà un crack, hein, lui. Hein. Oui, mais à 14 ans, je crois, il dirigeait l'orchestre du lycée. Mais oui, totalement. Et moi, j'étais la caisse claire dans cet orchestre, et je peux vous dire que j'ai des souvenirs. Et j'ai même chez moi, parce que je garde tout, les cassettes de ses concerts. Il se trouve qu'il est devenu ensuite compositeur, chef d'orchestre, qu'il est aujourd'hui secrétaire perpétuel des Beaux-Arts, absolument, où il vient de faire rentrer la cuisine avec Guy Savoy. Mais oui, absolument. Et c'était quoi ses premières compositions? Alors, c'était des musiques, je n'ai pas de titre à vous donner, mais dès qu'on a commencé l'orchestre ou dès que j'ai commencé dans l'orchestre du lycée Buffon, avec lui, comme chef d'orchestre, il écrivait beaucoup de pièces, et qui étaient pas mal déjà à l'époque. Hein. Donc ensuite, études de médecine pour vous, 7 ans de médecine quand même? Plus, parce qu'il y a la spécialité ensuite avec la gynécologie accouchement. Donc ça fait une douzaine d'années. Hein. Et ça veut dire 12 ans entre le drame et le rire? C'est ça. Parce que Michel Simès, qu'on a reçu récemment, a expliqué qu'un médecin fait beaucoup de blagues pour se défouler. Mais moi, c'est pas les blagues, c'était la musique. La preuve. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez? J'avais vraiment besoin de faire autre chose en même temps, si vous voulez. Et vous faisiez des musiques instrumentales aussi qui vous passionnaient? Oui. J'ai été un ami assez rapidement de quelqu'un que je crois vous avez dû connaître, qui s'appelle Pierre-Marcel Onder. Oui. PMO, on l'appelait pour son sobriquet. Et c'est lui qui m'a vraiment inculqué cet amour de la musique instrumentale. Et c'est lui qui m'a permis de rentrer à Radio Bleu, où j'ai travaillé quelque temps. Il se trouve aussi que vous avez découvert l'existence des arrangeurs au dos des 45 tours en toutes petites lettres. Quand j'avais 10 ans. Pour mes 10 ans, mes parents m'ont offert une dizaine de 45 tours. Et derrière, il y avait des noms que je ne comprenais pas. Alors, on avait beau avoir Jacques Brel sur la couverture, mais derrière, il y avait en tout petite lettre François Robert, accompagné par François Robert. Je me disais, mais c'est qui ces gens-là, hein? Et c'est comme ça qu'au fil de l'eau, je me suis dit, je veux savoir, je veux trouver ces gens-là qui ont accompagné tous les chanteurs français depuis le début du XXe siècle. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle jamais parce qu'ils ont travaillé dans l'ombre. Qu'est-ce que c'est le travail d'un arrangeur, Serge? Alors, le travail d'un arrangeur, c'est d'abord d'écouter la mélodie créée par le compositeur et bien sûr avoir aussi, c'est très important, les paroles de la chanson. Parce qu'en fait, les arrangeurs ne peuvent pas écrire leur partition s'ils n'ont pas les deux, c'est-à-dire la musique, la mélodie de départ, et les paroles écrites pour la chanson. Et l'arrangeur, lui, il va harmoniser la mélodie écrite par le compositeur, et il va rajouter une ambiance. Alors, selon la chanson, ce sera une ambiance jazz, rock'n'roll, tout ce que vous voudrez. Et puis, il va rajouter aussi, éventuellement, des contre-chants, c'est-à-dire une seconde mélodie qui s'accorde harmoniquement avec la mélodie première, bien sûr. Et puis, il crée souvent une introduction à la chanson et une conclusion. Donc, voilà un petit peu le travail de l'arrangeur. Ensuite, l'arrangeur, il n'a pas fini son travail quand il a trouvé ses idées. Il faut qu'il orchestre. C'est-à-dire qu'il écrive sur un score, sur une partition, tout ce que vont jouer les différents musiciens. Les rythmiques, les cordes, les cuivres, les bois et les choristes. Il ne faut pas les oublier. Et le premier que vous avez rencontré, il a composé entre autres les arrangements de cette chanson. C'est extra. Tout le monde connaît cet extrait de Léo Ferré, mais personne ne connaît le nom de Jean-Michel Defay, à qui Léo Ferré doit beaucoup. Énormément, parce que Jean-Michel Defay, il a travaillé 10 années avec Léo Ferré, de 1960 à la fin des années 60. Et c'est lui qui a donc écrit les arrangements sur cette chanson, cet extra. Il a aussi fait une autre chanson extraordinaire de Léo Ferré en tant qu'arrangeur et accompagnateur, c'est Avec le temps. Voilà. C'est lui qui a fait ce merveilleux travail d'arrangeur avec Léo Ferré. Alors on dit que cet extra, l'idée serait venue de la petite nièce de Léo Ferré qui disait à l'époque cet extra, comme on dit aujourd'hui, c'est trop bien ou c'est stylé. Oui, c'est ça. Il se trouve aussi que le travail d'un arrangeur est particulier parce qu'il a aussi bien fait Léo Ferré que Les choses de la vie et Bonne nuit les petits. Mais absolument, il a tout fait. Il a tout fait. Alors, vous avez-vous rencontré ces gens-là en créant une émission sur une station à Évreux qui s'appelait Radio Plus? Mais vous savez absolument tout. Qu'est-ce que c'était? Alors, c'était une radio, c'était une radio associative, oui, et qui m'a permis de faire venir je ne sais combien d'arrangeurs
à Évreux. Ils sont tous venus, parce qu'Évreux n'est pas quand même très loin de Paris, et la majorité des gens que j'ai vraiment adorés, on va dire, sur le plan musical, se sont tous déplacés à Évreux. Il y a eu tout le monde, François Robert, l'arrangeur de Brel, Jean-Claude Petit, l'arrangeur de Julien Clerc. Ils venaient tous à Évreux. Vous étiez médecin parallèlement? Mais bien sûr que j'étais médecin parallèlement. Je faisais ça le samedi, mon jour de repos. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que le samedi, j'avais tous les samedis matins un arrangeur qui venait avec moi pendant 2, 3, 4 heures. On enregistrait plusieurs séquences et après, on les montait, évidemment. Mais ce qui est étonnant, c'est que personne ne leur avait parlé, donc ils accouraient. Parce qu'ils n'avaient jamais raconté leur vie à qui que ce soit. Mais c'est exactement ça. Ils étaient très heureux de enfin pouvoir raconter leur histoire personnelle et musicale devant un micro. Voilà. Ils l'avaient, pour la majorité absolue, jamais fait. Donc c'est pour ça qu'ils acceptaient de faire 100 km pour venir à Évreux, parce qu'enfin, ils avaient la possibilité de raconter leur histoire musicale. Et cette histoire, vous l'avez racontée dans un livre qu'on va évoquer à travers la date du 6 novembre 2018. A tout de suite sur Sud Radio avec Serge Elaïc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serge Elaïc, médecin au départ, passionné de musique, et vous avez commencé à fouiller les archives et la vie des arrangeurs de la chanson française, d'abord sur une radio associative en étant médecin, et ensuite dans un livre qui est sorti le 6 novembre 2018, un livre monument, ça s'appelle Les arrangeurs de la chanson française, 200 rencontres chez Textuel, un livre de 2158 pages. C'est ça, et de 2,8 kg. Voilà, mais c'est une folie. Oui, c'est le mot, il faut le dire. C'est une folie, j'ai mis 10 ans à l'écrire. Et comment est née l'idée? L'idée, c'était que je me disais, finalement, j'ai interviewé la majorité des arrangeurs français, arrangeurs chefs d'orchestre, voire compositeurs aussi. Je les ai tous interviewés, ou quasi tous, et finalement, tous mes entretiens que j'avais tous enregistrés vont dormir pour l'éternité. Je me suis dit, je vais faire autrement. Je vais transcrire toutes les interviews que j'ai faites depuis 25 ans. Et c'est ce que j'ai fait, mais ça m'a pris une petite dizaine d'années. Tout en ajoutant des biographies, des documents personnels, des documents retrouvés dans les archives. Ah, tout à fait, il y a un peu de tout. Et puis plein de photos aussi. Dans le livre, il y a 380 photos. Mais il fallait trouver un éditeur capable d'éditer 2158 pages. Ah ben, on a eu du mal, mais c'est la SACEM qui a aidé aussi il faut le dire, à la sortie de ce livre. Voilà. Et ce livre, d'ailleurs, qui est sa 3e réédition, ce que personne n'imaginait. Non, parce qu'au début, on m'a dit, mais comment, pas plus de 500, pas plus de 700? J'ai dit, bon, comme vous voulez. Et puis finalement, on en a sorti 3300. C'est ce qui est fou, parce que c'est complètement fou. Voilà. Et quel est le public? Parce que c'est surtout les musiciens. Il y en a plein. C'est vraiment. Alors, il y a des passionnés de musique, mais il y a aussi les musiciens. Ils sont tous intéressés de lire les biographies des musiciens, arrangeurs, compositeurs, chefs d'orchestre, avec lesquels ils ont souvent travaillé. Bien sûr. Voilà, parce que je parle des musiciens de studio, les musiciens qui font de la scène et autres. Ils ont tous aimé acheter ce livre parce qu'ils retrouvaient dans le livre les chapitres des musiciens avec lesquels ils avaient été engagés pour travailler avec ces arrangeurs. Alors, il y a beaucoup de noms qu'on ne connaît pas, effectivement. Alors, Raymond Bernard, par exemple, on le connaît, nous, parce qu'on passe régulièrement le générique de Samedi soir dans les émissions de l'émission de Philippe Bouvard, et qu'il a composé ce générique. Il était le pianiste, mais on oublie qu'il a été aussi le pianiste de Gilbert Bécaud à ses débuts. Totalement, et il a fait les arrangements de ses grands tubes, et maintenant Nathalie, tout ce que vous voudrez, et puis pratiquement 15 années d'arrangement pour Gilbert Bécaud. Toutes les grandes chansons des années 55, 69, 70, c'est Raymond Bernard qui les a arrangé. Et il a été le pianiste dans l'orchestre de la première de Bécaud à l'Olympia, vedette. Et ce jour-là, il y avait une avant-première à 17h, je ne sais pas si vous le savez. On avait dit, c'est gratuit pour les étudiants. On en a 2000 personnes, il y en a eu 5000. Ça, je ne savais pas. Et on a cassé, soi-disant, quelques fauteuils. Mais je sais que Bruno Coquatrix avait pris la précaution de dévisser quelques fauteuils avant pour pouvoir les remettre ensuite. Merci. Merci, Jacques. Et c'est vrai que travailler avec Bécaud, c'était pas simple. Non, c'était pas facile, paraît-il. C'est ce que m'ont raconté les arrangeurs qui ont travaillé avec lui. Et puis il y a aussi Gérard Calvi, d'ailleurs, j'adore Gérard. Qui est un compositeur avec qui vous avez consacré un double CD. Oui. Et il y a un de ces morceaux qui est très très célèbre. Le bal de chez Madame de Mortemouille, on l'a tous dans l'oreille, tous, sans savoir que ça vient des Branquignoles. Totalement, et il faut savoir que ce morceau a fait le tour du monde.
Oui. Hein. Il a été repris, mais partout, par tous les grands orchestres américains, en France aussi, bien évidemment. Mais lui ne s'attendait absolument, Gérard Calvi ne s'attendait pas du tout à ce succès. Pas du tout. Il avait dit à Robert Diré, ah bon, tu veux une ritournelle? Ben, je vais te la faire. Et en une nuit, il a écrit cette musique qui a finalement fait le tour du monde. Voilà, parce qu'il faut savoir que les Branquignoles ont débuté en 1948 parce qu'il n'y avait rien à faire au Théâtre de la Bruyère, il était vide. Et Gérard Calvi était un copain d'Herry. Il a écrit les musiques, il a dirigé l'orchestre et ils sont allés jusqu'à New York. Et c'est, je crois, les Branquignoles sous le titre La Plume de ma tante, le spectacle préféré de la Reine d'Angleterre. Oui, oui, absolument, absolument. Ils l'ont joué, je crois, à Buckingham Palace. Tout à fait. Ils sont allés en Angleterre et la Reine adorait cette représentation et ces musiques. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que quelqu'un a regardé ce spectacle avec beaucoup d'attention, c'est Benny Hill. Et quand on voit certains sketchs de Benny Hill, c'est exactement la copie des Branquignoles. Bah, ils ont inspiré beaucoup de gens. Oui. Comme vous le disiez, ça a commencé très tôt, les Branquignoles, en 1948. Donc après, ils ont tracé finalement. C'était Robert Derry, Colette Brosset et leur génie. Voilà. Et puis Gérard Calvi aussi a fait des musiques de films et il a fait le générique de Monsieur Cinéma. Totalement. Je crois qu'il était très copain avec Pierre Tchernia. Il est très copain avec lui. Oui, absolument. Ils ont passé et en plus, il a composé des musiques. Gérard Calvi a composé des musiques de films pour les films de Tchernia. Le Viager, entre autres, par exemple. Voilà. Et puis il a surtout fait un hold-up avec Francis Blanche. C'est une chanson pour Édith Piaf en quelques minutes. Oui, le prisonnier de la tour. C'est incroyable. Et en quelques minutes, ils ont composé. Ils sont allés voir Édith Piaf, qui leur a dit, elle lui a dit, j'aimerais que Gérard nous chante cette chanson que vous venez de composer, toi et Francis Blanche. Eh bien, Calvi, il était mort de peur. Hein. Et finalement, il a commencé à chanter, Gérard Calvi, le prisonnier de la tour. Elle a éclaté de rire. Et elle a dit, bon, allez, je vous l'enregistre. Oui, c'était mieux par Piaf. En fait, Francis Blanche avait eu l'idée d'appeler Édith Piaf. Oui. Elle donne un rendez-vous le matin à 11h. Il n'avait rien écrit. Oui, il appelle Calvi, ils ont fait la chanson. Qui est devenue aussi un succès. Absolument. Finalement, il y a beaucoup de grands succès internationaux au monde, qui ont été écrits en très peu de temps. Et puis vous évoquez Bob Castella, dont on connaît le nom parce que Montand en parlait tout le temps. C'est un pianiste qui était en même temps le secrétaire d'Yves Montand. Totalement. Il était vraiment son homme de confiance, comme on peut dire. Voilà. C'est-à-dire, oui, ils s'engueulaient tous les deux, ils l'insultaient. Oui, c'est ça. Mais il était musicien, Castella? Il était musicien, Castella? Ah oui, bien sûr, oui, quand même. Oui, bien sûr. C'était un bon pianiste. Hein. Mais alors, il n'écrivait pas les arrangements, en tout cas pas souvent. C'est surtout Hubert Rostin qui accompagnait, c'est surtout Hubert Rostin qui écrivait les arrangements, que dirigeait ensuite Bob Castella pour Yves Montand. Voilà. Et Montand est mort et Castella s'est retiré et il est mort 2 ans plus tard. Exactement. Il y a aussi Michel Colombier, dont on connaît tous le nom, parce qu'il a travaillé avec Gainsbourg, avec Barbara, et même pour Prince. Absolument, aux États-Unis, parce qu'en fait, en 1975, après une carrière française, dont vous venez de citer les noms principaux, Michel Colombier a senti qu'il pouvait faire encore plus en allant aux États-Unis, et il a accompagné là-bas Prince, Madonna, incroyable. Il a tout le gratin de la chanson américaine. Et on lui doit aussi la musique d'un générique très, très important. Et oui, celle de Antenne 2. Avec quand il y avait le générique final avec les dessins de Folon. Les dessins de Folon que l'on voyait voler sur la musique de Michel Colombier. Voilà, on connaît le nom, on connaît la musique. Tout le monde connaît cette musique. Enfin, tous les gens d'un certain âge, on va dire, connaissent cette musique et donc ce générique de Antenne 2. Et puis il y a aussi un pianiste dont les airs sont très célèbres. Enfin, il a accompagné un groupe très célèbre. Et une chanson pas dans le coup, c'est un jour de rock mou, pas pour le hit parade. C'est une chanson indéniée. Une chanson sans calcium des frères Jacques. Et le pianiste Hubert de Gex. Qui est arrivé en 65, c'était un monument, les frères Jacques. Ah, totalement. Et donc lui, il a repris, parce qu'en fait, il y avait avant un autre pianiste, et c'est lui qui a repris jusqu'à la fin des frères Jacques certaines compositions d'ailleurs des frères Jacques, et la direction et les arrangements. On n'imagine pas aujourd'hui ce que représentait la précision des frères Jacques. Incroyable. Chaque
gestes étaient répétés devant la glace. Mais bien sûr, c'est impressionnant. Leur travail de préparation pour chaque chanson, c'était impressionnant. Mais aussi une chose qu'on oublie. Ça ne pouvait pas être autrement, de toute façon. Non, mais même un chanteur qui fait des gestes. Moi, je me souviens de Piaf qui répétait devant sa glace, de Trenet qui répétait devant sa glace. Et quand on a vu Céline Dion au dernier Jeux Olympiques en train de se préparer avant sa prestation, elle répétait chaque geste. Ouais. C'est essentiel. Absolument. Et Hubert de Gex, je crois, ensuite a terminé sa carrière aux Deux Ânes. Absolument, il a travaillé aux Deux Ânes, absolument. Et son épouse aussi. Florence Brunold. Florence Brunold. Mais c'est vrai que quand il accompagnait les chansonniers, et personne ne savait qu'il avait travaillé avec les frères Jacques. Et puis, il a aussi été, je crois, l'arrangeur de Claude Carrère. Oui, absolument. Il y a un 45 tours de Claude Carrère. Je crois que c'est même le premier 45 tours de Claude Carrère chanteur. Et c'est Hubert de Gex, en effet, qui l'a arrangé et accompagné. Voilà, parce que Claude Carrère, au départ, était chanteur. Tout à fait. Et puis, il a vu que ça ne marchait pas du tout. Non, il a fait un deuxième 45 tours. Et puis après, il s'est reconverti dans le métier de la production, de la réalisation. Voilà. Et il est un soir au Golf Drouot, voir Henri Leproux. Il dit, je cherche une jeune chanteuse. Il dit, il y en a une qui est venue il y a quelques jours, que je vais peut-être inscrire au tremplin. Elle s'appelle Annie Chancel. Voilà, il était allé la voir. Ouais. C'est devenu Sheila. Voilà. Absolument. Et de plus, l'arrangeur de Sheila, au départ, a été un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Ric. Oui. Mais comme Jean-Claude Ric écrivait énormément d'arrangements à cette époque-là, pour tout le gratin de la chanson française, donc au début des années 60, eh bien Claude Carrère a demandé à Jean-Claude Ric de changer de nom. Oui. Et c'est comme ça que Jean-Claude Ric est devenu Sam Clayton. Ça fait plus américain. Ça fait plus américain, voilà. Alors, d'autres éléments aussi sur ce livre qu'on va évoquer à travers une date qui ne vous concerne pas directement, mais qui est importante, le 30 juin 1949. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Elaï. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serge Elaïc. Nous parlons de ce livre monument sur les arrangeurs de la chanson française que vous avez publié chez Textuel, plus de 2000 pages, qui est un livre des records à mon avis. Oui, c'est un livre des records. Alors, on a évoqué quelques noms inconnus que vous rendez connus. Et puis, si j'ai choisi le 30 juin 1949, c'est que c'est le jour du départ du Tour de France où une jeune chanteuse va s'illustrer. Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit des écureuils sur le sol. La première chanson de Lynn Renaud, qui est née d'ailleurs parce que, en rangeant le piano de Loulou Gastet, qui était un peu désordonné, elle trouve ce texte. Elle dit à Loulou, tu devrais mettre une musique dessus. Et elle a fait le Tour de France avec une cabane au Canada sur la voiture, et ça a été un événement. Cette chanson, tout le monde la connaît. En revanche, on connaît moins le nom de celui qui a arrangé cette chanson, et qui est dans votre livre, et qui s'appelle Marius Coste. Totalement. Marius Coste a été un arrangeur très prisé à la fin des années 40 et puis pendant toutes les années 50. Il a fait beaucoup d'arrangements pour Lynn Renaud, évidemment, mais aussi pour des gens comme Bourvil. La tactique du gendarme, voilà. Qui est la tactique du gendarme, qui est dans Le Roi Pandore, et où Bourvil s'appelle Léon Ménard. C'est ça. Et dans tous ses premiers films, il s'appelait Léon Ménard parce que c'était le nom de son beau-père. Donc c'était un hommage familial. Et il y a eu aussi Georges Guettari, Robin des Bois. Totalement. Ça montre un peu l'anonymat absolu de ces gens-là, les arrangeurs, que plus personne ne connaît aujourd'hui. C'est fini. Hein. Marius Coste, c'était un musicien, c'était. Oui, c'était un excellent musicien, mais bon, personne ne le connaît. Oui, mais il a énormément travaillé. Énormément. Et ces gens n'ont jamais cherché à être connus ? Voilà, c'est ce que je me suis posé comme question, et je leur ai demandé. Oui. Non. Ils ne tenaient pas, sauf quelques-uns, ils ne tenaient pas à être connus. Ils voulaient rester vraiment dans leur tour d'ivoire de la musique. Ça ne les intéresse pas d'être sous les projos, comme me disait un arrangeur Bernard Arcadio. Les projecteurs, ça ne m'intéressait pas. Je leur ai à tous posé la question. Non, c'était pas du tout leur objectif. C'était de faire de la musique et de profiter du rendu de leurs arrangements par un grand orchestre ou un orchestre moyen. Voilà. C'était un énorme travail en plus, l'arrangement. Énorme. Fallait croire des jours, des semaines pour faire l'arrangement d'une chanson. Ça dépendait des moments, parce qu'il y a une époque, dans les années 50-60, il fallait être au contraire très rapide, parce que les séances d'enregistrement duraient 3 heures pour 3 ou 4 morceaux, mais il n'y avait pas un délai énorme entre le moment où on vous disait il va falloir arranger telle chanson pour tel chanteur. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Hein. Et les enregistrements se faisaient avec l'orchestre dans le studio. Absolument. Alors, dans les années 50, le chanteur était avec l'orchestre dans le studio. Et d'ailleurs, Édith Piaf, Juliette Gréco et quelques autres, et Jacques Brel, ne supportaient pas
être autrement que devant l'orchestre. Ils avaient besoin de ce premier public pour pouvoir chanter bien. Mais après, cette méthode-là est tombée en désuétude parce qu'on a enregistré d'abord les instruments, parfois jusqu'à les enregistrer séparément d'ailleurs. On en est arrivé là. Et ensuite, le chanteur mettait sa voix sur la bande d'enregistrement de la musique. Mais il y en a qui n'acceptaient pas ça. Jacques Brel, jusqu'au bout, il a dit « Je ne ferai pas la nouvelle méthode. Je veux enregistrer avec l'orchestre dans la salle d'enregistrement. » Juliette Gréco aussi, d'ailleurs. Voilà. Et moi, j'ai assisté, caché dans un coin, à l'enregistrement d'une chanson du dernier disque de Brel au studio Hoche. Il arrive, l'orchestre se met debout, au garde à vous. Il fait 2 versions des Remparts de Varsovie. Il écoute, il en choisit une, il repart sous les applaudissements de l'orchestre. Souvent, les musiciens taper avec leur archet sur le violon pour applaudir les chanteurs qui avaient, et les arrangeurs aussi, qui avaient bien travaillé. Voilà. Il y a une anecdote que Sheila m'a racontée. Elle a enregistré une chanson un jour, en 64, et l'ingénieur du son dit, il y a quelque chose d'étonnant dans cette chanson, il y a un truc qui va pas. Ils écoutent la bande, et ils ont découvert qu'un des accompagnateurs écoutait sur son transistor le résultat du tiercé, et que c'était sur la bande. Et il a fallu l'enlever. Ah oui, alors là, dites donc. C'est assez rare. Ah oui. Alors, il y a un nom aussi qu'on ne connaît pas et pourtant il a eu beaucoup de chance, c'est Robert Chauvigny. Ah, totalement. Robert Chauvigny, Charles Dumont, qui vient de disparaître, l'adorait. Hein. Il m'a écrit, il m'a dit que sans son arrangement pour Non, je ne regrette rien, cette chanson ne serait peut-être pas devenue ce qu'elle est devenue. Oui. Alors, bien sûr, il y avait la voix d'Édith Piaf, il y avait la composition, les paroles, mais il m'a écrit et m'a dit aussi que sans cet arrangement de Robert Chauvigny, il n'y aurait pas eu ce succès énorme qu'a eu cette chanson. Oui, et il faut savoir que Chauvigny est arrivé aussi au moment où Marguerite Monod avait composé une chanson qu'elle considérait comme de la guimauve et qu'elle ne voulait pas signer. Il fallait que quelqu'un signe la chanson. Ça a été Chauvigny et c'était Édith Piaf. La vie en rose. Voilà, absolument. Et d'ailleurs, l'héritier de Marguerite Monod est assez furieux de tout ça, puisque les droits lui ont échappé. Elle ne croyait pas en La vie en rose. Mais oui, totalement. Et donc, Chauvigny a écrit les arrangements de 15 années de Piaf. Incroyable. Tous les grands, on va dire, tubes de Édith Piaf, la majorité sont de Robert Chauvigny. Voilà. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui savait travailler avec Piaf, parce que c'était pas évident de travailler avec Piaf. Non, mais c'est vrai, et c'est pour ça qu'ils sont restés longtemps ensemble, parce qu'il y avait vraiment un bon accord entre les deux. Alors, vous évoquez aussi des familles de musiciens, notamment Raymond Legrand, qui a été un chef d'orchestre, qui a débuté dans les années 30, et qui en 46 est arrivé en studio pour faire les arrangements d'une chanson qui devait être enregistrée tout de suite et à laquelle personne ne croyait. Petit papa Noël, quand tu descends... C'est fou parce que cette chanson remplace un chœur de gospel dans le film Destin, et l'arrangement a été fait par Raymond Legrand en Catastrophe. Totalement. Ah ben Raymond Legrand, c'est pareil. Lui, il a eu une carrière impressionnante. Alors, il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais depuis le début des années 30 jusqu'à sa disparition, au milieu des années 60, non, je dis des bêtises là, jusqu'au milieu des années 70, il a écrit énormément d'arrangements. Alors, il a fait beaucoup de travail aussi avec Colette Renard. Oui, il l'a épousée. Il l'a épousée. Il l'a ruinée aussi. C'est-à-dire qu'il est parti en lui laissant toutes les dettes. Exactement. Mais c'était un personnage fantasque. C'était un personnage fantasque. Et puis, il a eu 2 enfants, Christiane et Michel Legrand. Exactement. Christiane Legrand, une des plus grandes choristes françaises. Et bien sûr, le frère de Christiane, Michel Legrand. Qui a été arrangeur à ses débuts, on l'oublie. Totalement. Mais il a débuté comme ça, comme arrangeur, Michel Legrand. Je crois que c'est Jacques Canetti qui lui a demandé d'arranger quelques chansons. Totalement. Et il a même arrangé Brel à ses débuts. C'est un de ceux qui a arrangé Brel à ses débuts avant que François Robert ne prenne l'histoire, on va dire. Il y a trois arrangeurs qui ont commencé la carrière de Brel. Il y a eu André Grassi pour le tout premier disque de Brel. Il y a eu ensuite 2 autres, André Pope et Michel Legrand, avant que
François Robert ne prenne l'affaire jusqu'au bout, jusqu'au dernier disque de Brel, quand il est revenu enregistrer Les Marquises. Voilà. Et il faut savoir que Michel Legrand a dirigé un orchestre pour la première fois sur scène pour Maurice Chevalier en 56, quand l'Alhambra est devenu l'Alhambra Maurice Chevalier. Absolument. Et il y a une scène d'ailleurs où on voit Chevalier sortir de scène. Il fait exactement le moonwalk de Michael Jackson avant la lettre. Absolument. Alors, il y a aussi, et ça mériterait d'entrer dans le livre des records, l'entretien avec Vladimir Cosma, qui a duré, je crois, 10 heures. Absolument. Alors, au départ, je ne sais pas comment vous le savez, mais en tout cas, c'est archivé. Et donc, au début, j'avais pris rendez-vous, comme pour chaque arrangeur. On m'avait dit pas plus d'1 heure et demie. Hein. Bon. Et puis, donc, je suis arrivé à 10 heures, et puis, normalement, à 11h30, midi moins quart, je devais faire ma valise et partir. Bon. Et puis, il s'est pris au jeu, parce qu'on ne l'interviewait pas du tout sur les arrangements qu'il a fait, hein, pour Jacqueline François, pour beaucoup d'autres chanteurs. Et donc, il s'est pris au jeu, et ça a duré jusqu'au soir 21h. Mais il aime bien parler. Il y a une chose qui vous a... il adore parler, c'est clair. Il y a une chose qu'il vous a pas raconté, parce qu'il l'a dit récemment, c'est qu'il doit son départ de la Roumanie à de l'argent versé par son père au Parti communiste pour quitter le pays à un contrat. Ce qui est fou, hein. Oui, c'est fou. Et puis, il y a bien sûr Claude Bolling que vous évoquez, parce qu'on connaît le musicien, mais il a aussi été arrangeur. Il a été arrangeur au début, notamment pour Sacha Distel. Oui. Avec les tubes comme Scooby-Doo, par exemple. Hein. C'est lui qui a fait ses arrangements. Il a fait aussi de très beaux arrangements pour Jacqueline François. Voilà. Mais Scooby-Doo, il ne faut pas oublier que c'est une interjection ajoutée parce qu'il manquait une phrase, et que c'est devenu des objets... C'est le petit objet que nos congénères connaissent bien. Voilà, et il se trouve qu'un soir, des coiffeurs viennent dans la loge de Distel en disant, voilà, on a fait des petits objets comme ça, est-ce qu'on peut les commercialiser? Distel a dit oui sans réfléchir, et il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Et Bolling c'était la bande de Boris Vian, le Club Saint-Germain. Absolument, absolument. Donc, il a aussi composé quelques titres pour Boris Vian. Voilà. Et c'est vrai que Bolling, c'est le jazz, et c'est un jazz très particulier, et l'arrangement de jazz n'est pas le même que pour les variétés. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Il est vraiment séparé, effectivement. Et puis, il y a aussi Jacques Loussier avec ses playbacks. Ah oui, incroyable ce monsieur. Qu'est-ce que c'était les playbacks? Parce que c'est devenu mondial. C'était un trio où il y avait donc Jacques Loussier au piano, hein, une basse et une batterie. Et ça a fait le tour du monde. Voilà. Voilà. Et il a aussi... En reprenant du Bach, bien évidemment, arrangé par Loussier. Voilà. Et il a fait aussi un générique d'un feuilleton, l'un des feuilletons les plus célèbres des années 60. Totalement. Rocambole, qui est un classique avec Pierre Vernier et Jean Topard. Pierre Vernier qui a nous quitté. Et puis il y a eu Thierry Lafronde. Thierry Lafronde aussi, c'est fou, hein. Ouais. Et puis alors, vous évoquez aussi certains arrangeurs plus récents comme Gabriel Yared, qui est connu dans le monde entier, mais qu'on ne connaît pas en France. Mais non, mais au départ, c'est la même histoire que pour Cosma. Il a commencé en faisant des arrangements. Et je suis resté un long moment avec lui parce que c'était la même procédure. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui pose des questions sur la période arrangeur. Et donc moi, j'ai été heureux de le faire parler pour la première fois de tout ce qu'il avait fait comme arrangement pour plein de chansons, notamment pour Françoise Hardy, J'aime la musique soul. Ça aussi, ça a surpris tout le monde, cette chanson de Françoise Hardy. Oui, avec donc une musique de Gabriel Yared. Voilà, c'est fou. Hein. Et il y a Michel Jonas qui a aussi beaucoup travaillé avec eux. Totalement, avec Guigui, par exemple, là, le disque qui s'appelait Guigui. Les arrangements d'aujourd'hui sont très différents? C'est plus du tout la même chose. Aujourd'hui, il n'y a plus l'arrangeur qui était un peu le maître de l'histoire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, depuis d'ailleurs déjà une bonne trentaine d'années, hein, le réalisateur. C'est-à-dire... Avant cette période nouvelle, on va dire, qui a commencé au début des années 80, il y avait le chanteur, bien sûr, son directeur artistique, le régisseur qui réunissait les musiciens nécessaires à l'enregistrement de l'orchestre, et puis bien sûr l'ingénieur du son, et ensuite les mixages. Aujourd'hui, ça n'est plus comme ça. Il y a un maître d'œuvre qui s'appelle le réalisateur, et qui, lui, prend toutes les casquettes. C'est-à-dire qu'il est à la fois le directeur artistique, c'est lui qui discute avec le chanteur des morceaux qu'on va interpréter, c'est lui qui réunit l'orchestre. C'est un homme qui est en fait... Un homme orchestre. C'est un homme orchestre, et c'est lui généralement qui enregistre, et c'est lui l'ingénieur du son. Alors si les musiciens
il fait des arrangements, sinon il demande à un arrangeur de faire quelques arrangements pour le disque. Voilà, alors c'est dire l'importance de votre livre dans l'histoire. Ça s'appelle Les arrangeurs de la chanson française, chez Textuel, un livre de 2,8 kg. Oui. Mais vous n'en faites pas. Hein. Oui, mais vous n'en faites pas des tonnes, et on va continuer à en parler justement avec une autre date, le 3 novembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Serge Elaïc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Serge Elaïc. On a évoqué votre carrière de médecin, ce monument qu'est ce livre, les arrangeurs de la chanson française chez Textuel, et puis en même temps, vous avez sorti un album sur Quincy Jones. Quincy Jones qui est décédé le 3 novembre 2024. Absolument. Et curieusement, votre album est d'actualité. Oui, c'était pas prévu. Hein. Non. Il est sorti en mars 2024. Et donc l'idée était de regrouper sur le même album, enfin là il y a 3 CD, tout ce que Quincy Jones a fait à Paris quand il y était. Alors il est venu vraiment résider à Paris entre printemps 57 et fin 58, et il est revenu un petit peu ensuite en 1960. Et il a beaucoup travaillé à ces époques-là, avec notamment le label Barclay. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans le coffret. Tout ce qu'il a fait à Paris est dans le coffret. Alors, essayons quand même de nous souvenir de Quincy Jones, qui est un des plus grands musiciens du monde. En fait, en 70 ans de carrière, il a composé des mélodies qui sont entrées dans la légende. Il a eu 28 Grammy Awards, des centaines de disques d'or et de platine. D'ailleurs, il ignorait le nombre exact. Oui, et il y a quelqu'un qui lui doit beaucoup. Thriller. Alors il se trouve que Michael Jackson avait dit l'album le plus vendu de l'histoire, ce sera le mien. Si on prend Casse-Noisette, il n'y a que des tubes. Faisons un album où il n'y aura que des tubes. Oui, oui. Et Quincy Jones a travaillé avec lui ? Absolument. Comment ça s'est passé ça ? Alors il avait connu le jeune Michael Jackson un petit peu avant 1982, date à laquelle est sorti le disque Thriller. Il l'avait connu lors d'un film qui s'appelait The Wiz. The Wiz, voilà. Qui était une version plus modernisée du film de Judy Garland. Tout à fait. Et alors, pendant cette période-là du film, eh bien, Michael Jackson a demandé à Quincy s'il pouvait être son producteur. Quincy a accepté. Et donc, déjà, ils ont fait ensemble un premier album en 1979, puis le second qui a été Thriller, avant le troisième qui s'appelait Bad, en 86-7. Alors, il faut savoir que Quincy Jones vient à Paris en 57 pour une raison précise, il veut apprendre la musique et il ne peut pas faire ça dans son pays. Absolument. Quand Nicole Barclay, la femme d'Eddie Barclay, qui gérait en fait le label Barclay, première femme de Barclay. La première femme de Barclay, Nicole Barclay, avait appelé Quincy car elle savait qu'il était, alors qu'il n'avait à l'époque en 57 que 24 ans. Eh bien, il avait déjà une réputation d'enfer comme arrangeur. Et Nicole Barclay, pour améliorer encore le standing de son label, qui déjà prenait de l'essor, elle a appelé Quincy Jones pour lui demander est-ce que vous voulez devenir directeur musical, arrangeur, chef d'orchestre pour le label Barclay. Il lui a dit oui, ça m'intéresse, mais le mais c'était ce que vous avez dit, c'est-à-dire est-ce que je pourrais écrire pour les pupitres de cordes ? Parce que aux États-Unis, les Afro-Américains ne pouvaient pas le faire. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas. C'était pas habituel de demander à un Afro-Américain de venir faire des arrangements pour cordes. Il faisait les cuivres, le jazz, le blues, tout ce que vous voulez, mais pas les grands ensembles de cordes. Et Nicole Barclay lui a dit « Mais bien sûr que vous allez faire des cordes si vous venez au label Barclay. » Et donc c'est pour ça qu'il a pris ses valises et il est venu à Paris dès le printemps 57. Alors, il faut savoir qu'au départ, il vient à Paris pour quelques semaines, il prend un bateau de New York au Havre et il va beaucoup travailler chez un professeur d'exception qui s'appelle Nadia Boulanger. Absolument, une pédagogue de premier plan qui avait eu Michel Legrand comme élève, qui a eu d'autres musiciens de haut niveau comme élèves et qui a eu notamment Aaron Copland, un Américain. Il y a eu aussi, bien sûr, Stravinsky qui est venu avec Nadia Boulanger. Stravinsky. Et Stravinsky a rencontré Quincy Jones. Et Stravinsky a rencontré Quincy Jones. Et il y a une petite anecdote, c'est que un jour, donc ils se croisent, ils discutent, et à un moment donné, Stravinsky demande à Quincy, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là ? Et Quincy, innocent, lui répond, je suis en train d'écrire pour Henri Salvador le blues du dentiste. Bon. Grand silence. Oui, grand silence. Et puis, très ennuyé,
Quincy Jones est allé tout de suite aller voir Nadia Boulanger, lui dire « Je crois que j'ai fait une erreur ». Mais elle lui dit « Non, pas du tout. Chacun doit faire les musiques qu'il sait faire, mais avec le mieux possible. Tant que vous faites parfaitement ce que vous faites, quel que soit le style, c'est parfait. » Et elle l'a rassuré. Parce que lui, il était ennuyé d'avoir dit ça à Stravinsky. Il suivait ce que Nadia Boulanger appelait des cours d'émerveillement musicaux. Oui, absolument. Et donc, elle disait à Quincy Jones, il n'existe que 12 notes, tant qu'il n'y en existera pas de 13e, oui. Apprends tout ce que tu peux savoir, ce qu'on peut faire avec les 12 notes. Voilà, c'est ça, ça revient à cela, c'est-à-dire que fais le mieux possible avec ce que tu sais déjà, et ce que tu peux faire. Voilà. Et puis, il y a un morceau de Michel Legrand, aussi élève de Nadia Boulanger, que Eddie Barclay et son orchestre ont enregistré. La valse des lilas, un succès mondial. Absolument, écrit par Michel Legrand et Eddie Barclay. Oui, au départ, c'était une chanson pour Catherine Sauvage. Oui. Et l'orchestre d'Eddie Barclay l'a enregistré. D'ailleurs, bon, sur YouTube, sur la chaîne YouTube où nous sommes également, avec près d'1 million d'abonnés, on voit la pochette de l'enregistrement d'Eddie Barclay, car Eddie Barclay a été chef d'orchestre avant de devenir le roi du micro-sillon. Mais totalement. Alors, Eddie Barclay a toujours aimé la musique. Il est pianiste de haut niveau. Enfin, il se débrouillait très bien au niveau pianistique dans les années 40, 50. Et donc, un jour, il a décidé de créer l'orchestre d'Eddie Barclay pour son label. Bon, alors c'est vrai qu'il a sûrement dirigé des séances pour cet orchestre d'Eddie Barclay, mais il avait aussi l'idée de faire venir des jeunes musiciens qui avaient de l'avenir. Et il s'est fait aider par des grands musiciens qui sont devenus ensuite de haut niveau. Il y a eu notamment Michel Colombier qui a orchestré et dirigé pour l'orchestre d'Eddie Barclay. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Jean Bouchetti, un contrebassiste, qui lui, plus tard, est devenu l'arrangeur de Michel Fugain pour tous ces grands tubes du Big Bazar. Donc Barclay savait très bien ce qu'il faisait en créant cet orchestre. Il permettait à ces jeunes qui, d'évidence, avaient déjà du talent, de devenir encore plus talentueux, si vous voulez. Il se trouve aussi que Quincy Jones a rencontré Eddie Barclay dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés où il accompagnait Lionel Hampton. Absolument. C'est vrai qu'Eddie Barclay a rencontré Quincy Jones dans un club où il y avait Lionel Hampton, et tout de suite, comme vous l'avez dit, le courant est passé entre les deux hommes. Et Quincy Jones a demandé à Barclay, est-ce que je pourrais venir faire des arrangements pour vous? Et il lui a dit bien sûr. Et c'est donc Nicole Barclay qui a finalisé l'histoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il se trouve qu'ils sont restés très amis, puisque chaque fois qu'il y avait une fête blanche à Saint-Tropez, c'était tous les étés chez Eddie Barclay, Quincy Jones débarquait et faisait des morceaux au piano. Exactement. Alors, il se trouve que Eddie Barclay a également enregistré un autre morceau qui est aussi devenu un 33 tours, et voilà. Eddie Barclay, il faut savoir qu'il s'appelle Édouard Rouault, qu'il a pris le pseudonyme après la guerre, après la libération, et qu'il s'est fait un look à la Clark Gable parce que c'était à la mode. Tout à fait. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Alors, et voilà, c'est une composition de Michel Legrand et d'Eddie Barclay. Et ce morceau a été chanté par un grand crooner américain qui s'appelle Frankie Laine, tout simplement. Oui. C'est vous dire que cette musique a tracé ensuite. Hein. Elle figure dans cet album de 3 CD qui est chez Marianne Melody. Il y a 74 titres parce que Quincy Jones a beaucoup travaillé. Ah oui, là c'est une petite partie de sa vie musicale, les 74 titres. Hein. Alors, il se trouve aussi que ces 5 années qu'il a passées à Paris, il les a passées en studio avec des débutants qui s'appelaient Jacques Brel, Charles Aznavour, Claude Nougaro, et quelques autres. Il les a tous croisés, en effet. Il y avait Nana Mouskouri, il l'a repérée, je crois. Absolument, il a travaillé avec elle un peu plus tard sur un album en 1962. Oui, en fait, je crois, d'après ce que je sais, qu'il a repéré sa voix particulière. Il a fait un album de classique du jazz qui a lancé Nana Mouskouri aux États-Unis. Absolument. Et puis il y avait Henri Salvador, ils ont été très copains. Oui, on a parlé tout à l'heure de la blues ça s'appelait aussi La blues du dentiste, oui. Ou Blues du dentiste, le morceau. Ou Blues du dentiste, B-L-U-E-S, bien sûr. Et donc ils sont devenus très amis.
Et plus tard, en 2002, je crois, quand... Salvador est revenu. Oui, quand Salvador est revenu avec son album Chambre avec vous, il a eu un énorme succès, 1,5 million de disques vendus. Eh bien, Salvador a été demandé à New York par Quincy Jones pour venir chanter. C'était au Forum économique de Davos, qui pour une fois n'était pas à Davos, c'était à New York. Et donc il a fait venir son ami Henri Salvador pour venir chanter, et c'est Quincy qui dirigeait l'orchestre. Et dans ce triple CD, il y a une chanson qui, pour les Parisiens, est d'actualité. Moi je voudrais m'offrir une grosse voiture, rouge et verte avec des ailes chromées, pour me pavaner dans la nature. Moi, je préfère les marchés pieds. On préfère pas aller obligatoire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il y a pas à Paris, c'est obligé. Hein. Voilà. Alors ça, ce sont les Français. Oui. Mais il y a aussi une chanteuse, une légende du jazz, qui a travaillé avec Quincy Jones. That has blown away. Sarah Vaughan, une des 4 chanteuses de l'histoire du jazz, avec l'album que vous montrez bien sûr à ceux qui nous regardent sur YouTube. Voilà. Il y a Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday et Sarah Vaughan. Absolument. Elle avait une voix très particulière. Ah oui, absolument. Elle se démarquait totalement des 3 autres dont vous avez parlé. Hein. Et je crois que Amy Winehouse, elle l'a cité dans une chanson qui s'appelle October Song. C'est-à-dire elle a laissé une trace. Absolument. Alors, jusqu'à ces dernières années, Quincy Jones a régulièrement fait des détours par la France. Il venait de temps en temps. Et il adorait la France. Il a gardé un souvenir de ces musiques qu'il a enregistrées à Paris, donc entre 57 et 60, on va dire. Il a gardé un souvenir mémorable. Et chaque fois qu'il a été interviewé pour diverses raisons, il cite toujours son séjour parisien. Il a adoré être parisien. Et quand il est venu en 2019 pour un concert à l'Arena... Le 27 juin, oui. Le 27 juin, eh bien, il était sur la scène. On le voit dans le film, où on le voit, il est sur un beau fauteuil à gauche de la scène, quand on regarde la scène. Et à la fin, donc, il voit l'orchestre... plusieurs dizaines de musiciens, dirigés par un Allemand qui s'appelle Jules Böckle. Et il voit cet orchestre magnifique avec plein de chanteurs. Et à la fin, c'est lui qui vient diriger, il se lève de son fauteuil et il vient diriger le dernier morceau, Let the Good Time Roll, laisser le bon temps rouler, et c'est formidable. Et il dit à la fin, j'adore la France, c'est comme ça. Voilà, il dit c'est comme ça. Et pas autrement. Voilà. Et puis justement, Paris est évoqué dans ce coffret que vous avez sorti, avec cette chanson, cette version américaine interprétée par Andy Williams. Love becomes king the moment it's spring under Paris skies. Lonely hearts meet somewhere on a street of desire. Sous le ciel de Paris, chanson d'air d'un film qui s'appelait Sous le ciel de Paris de Julien Duvivier, que Edith Piaf et quelques autres ont repris. Absolument. Il l'a adapté Andy Williams avec Quincy Jones. Ah oui, c'est vraiment un excellent album. Hein. D'un bout à l'autre de l'album de Andy Williams, on a des chansons orchestrées de façon remarquable, et la voix de ce crooner a été ensuite présente pendant des dizaines d'années. Il a même à la fin de sa vie, Quincy Jones, travaillé avec Zaz. Absolument, il a fait 3 titres pour Zaz, absolument. C'est assez étonnant. Oui, mais il l'a fait. Alors, Quincy Jones, il nous a quittés, mais c'est une légende qu'on n'oubliera jamais parce qu'il a beaucoup apporté au monde de la musique et de l'arrangement. Et oui, oui, complètement. Hein. Il a tracé lui aussi, hein, vraiment. Hein. Parce que les arrangements qu'il a écrits, notamment quand il était en France, n'ont rien à voir avec ce que les arrangeurs français de la même époque faisaient. C'était plus classique, si vous voulez. Lui, il a modernisé les arrangements en apportant une touche jazz à ses arrangements, comme l'avait déjà fait, à vrai dire, Michel Legrand, et un tout petit peu après, Alain Goraguer, l'arrangeur de Gainsbourg pour le Poinçonneur des Lilas, entre autres. Vous les évoquez dans ce coffret Quincy Jones en studio à Paris, 57-60 chez Marius Mélodie, et les arrangeurs, vous les évoquez dans ce livre magique, Les arrangeurs de la chanson française. Merci Serge Alaïc. C'est moi qui vous remercie, Jacques Pessy. De nous faire partager votre passion. Oui, merci 1000 fois. Merci et continuez, ne changez rien. On va essayer. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.